Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus en si grand nombre à cette conférence dont le thème est Verdir la ville avec moins d'eau. Donc cette conférence s'inscrit dans le constat que dans le climat actuel, donc le contexte climatique actuel, il est nécessaire de concevoir et gérer les espaces verts afin de réduire et optimiser les besoins en eau. Et donc cette conférence va proposer des solutions techniques et présenter des initiatives et des programmes qui vont dans ce sens. Donc elle est présentée conjointement par Astre d'Or et Plantécité. Je laisse Robin Dagua de Plantécité se présenter. Oui, bonjour à tous et merci. Donc Robin Dagua, moi je suis chargé de mission sur les thématiques, plus particulièrement sur les sols urbains. Et donc je travaille aussi par extension sur l'eau, le choix des gammes végétales. Donc je travaille à Plantécité, on est une association et un centre technique basé à Angers. Et puis on coordonne, on anime des programmes d'études sur le végétal en ville auprès d'entreprises, de collectivités, d'aménageurs, de gestionnaires, etc. Voilà, donc on a un stand dans le premier hall si vous voulez venir nous voir. Et voilà, je te laisse la parole, Olivier. Merci. Moi, c'est Olivier, je suis paysagiste conseil pour Astre d'Or, pour un bureau d'expertise qui s'appelle Florisage. Et on travaille avec les institutions autour de problématiques du paysage. Et dans le paysage, il y a des sols. Et donc, on est amené à travailler sur les sols et leur irrigation. Mais on est plus orienté sur les palettes végétales. Avant de commencer la conférence, on voulait faire on voulait vous connaître. Donc, on va faire juste une petite chose. Parmi vous, il y a des étudiants, levez la main. Waouh. Parmi vous, merci. Parmi vous, il y a des gens, des jardiniers de collectivité, levez la main. Bien, en force. Parmi vous, il y a des entrepreneurs du paysage, levez la main. Bien. Parmi vous, il y a des jardiniers, levez la main. Oh, on est tous un peu jardiniers, je suis désolé de vous l'apprendre. Merci. Et il y en a qui n'ont pas levé la main. Qui n'a pas levé la main? Ah, alors vous viendrez me voir tout à l'heure pour me dire d'où vous venez. Voilà. Je te laisse la parole, Robin. Merci. Alors, tiens, je vais prendre les zappets. On a zappé le diaporama. Ah oui. Oh bah. C'est nous qui commandons ça? Non, c'est... Vous pouvez nous mettre en plein écran? Ah. Ouais. Excusez-nous. À droite. Un peu plus haut, un peu plus haut. Plus bas, plus bas. Bon, on va peut-être commencer, vas-y. Oui, bon, je commence. Ouais. Donc voilà une petite conférence donc, qui s'intitule Verdir la ville avec moins d'eau. Donc vous savez tous, voilà une problématique actuelle qui nous concerne tous dans la conception, la gestion des espaces verts et des espaces de nature en ville. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est un panorama non exhaustif en fait de solutions ou d'initiatives qui permettent en fait d'optimiser la gestion de l'eau en ville et de se limiter au maximum de l'arrosage dans certains espaces ou d'optimiser voilà, les solutions techniques autour de l'arrosage. Pour commencer en fait sur le contexte urbain actuel, là vous avez donc à gauche et à droite de l'écran toute la problématique qui se pose aujourd'hui en fait en termes d'arrosage et d'utilisation de l'eau plus généralement en fait dans les villes. À gauche, vous avez ici l'évolution du nombre de départements qui sont touchés par des arrêtés sécheresse depuis un peu plus d'une dizaine d'années, donc depuis 2002. Et vous voyez que plus on va vers la droite, hein, vers aujourd'hui, et ben plus on a des départements qui sont touchés par des arrêtés sécheresse sur une période plus longue. Là, vous avez de juillet à septembre. Et de plus en plus d'arrêtés qui concernent un niveau d'alerte type crise. Donc en fait, c'est le stade maximum que vous avez dans les niveaux d'alerte des arrêtés sécheresse qui limite en fait énormément, enfin presque totalement, l'utilisation de l'eau d'arrosage des espaces verts. Pourtant, en fait, là, ce que vous avez sur la partie droite de l'écran, c'est la ville de demain, on va dire, ou même d'aujourd'hui. En fait, c'est la manière de concevoir les villes aujourd'hui, très en lien avec le végétal, les espaces de nature, les continuités écologiques, les trames vertes, les trames bleues et les trames brunes. Et donc un besoin d'eau, parce que le végétal ne pousse pas sans eau, donc on a un besoin d'eau qui est extrêmement important dans ces contextes-là. Là aujourd'hui, donc là vous avez le type
de relevé qui est présenté par le BRGM tous les mois globalement. Donc c'est la situation des nappes. Donc là, c'est une situation très récente, là, donc au 1er novembre 2023. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que l'évolution des nappes, elle est très variable sur le territoire, elle est très variable selon les saisons, est très variable selon les années. Donc là, si on reprend la situation au 1er novembre 2022 ou 2021, on peut être sur des situations très différentes. Et c'est en fait très dur de prévoir à l'année le stock d'eau qu'on va pouvoir, sur lequel on va pouvoir capitaliser en fait pour puiser dedans et pour une petite partie pour arroser nos espaces verts. Et en fait, quand je dis une petite partie, c'est vraiment une toute petite partie. Donc là, voilà, sur la diapositive suivante, un petit exemple là, donc Nouvelle-Aquitaine. Donc on n'est pas en Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, mais l'exemple que je vais vous présenter, il peut se généraliser à tout le territoire français. Là, en fait, vous avez les volumes d'eau qui sont prélevés par département. Donc voilà, pour l'agriculture, l'industrie, l'énergie. Et une grande partie de l'eau qui est utilisée encore aujourd'hui pour l'arrosage des espaces verts, c'est de l'eau potable. Et là, j'avais pris un exemple à Bordeaux, mais ça peut être un exemple qu'on peut généraliser dans toutes les villes de France. C'est que cette eau potable, elle représente environ, voilà, vous avez 0,00006% de l'eau puisée du département. Et donc, c'est à peu près 0,2% uniquement de l'eau potable. Donc, on voit qu'en fait, l'arrosage des espaces verts, si on le représentait en fait sur ces camemberts-là, en fait, ce serait plus pertinent de même pas le représenter parce que c'est tellement ridicule en fait par rapport à la consommation globale de l'eau qu'on en fait à côté. Voilà, donc ça met un peu en perspective cette utilisation de l'eau qui, à côté de géants comme l'industrie, l'agriculture, voilà, en fait, on se retrouve des fois à être bloqué pour l'arrosage en ville, alors que ça représente vraiment pas grand-chose, quoi. Mais pour autant, il faut optimiser. Aujourd'hui, là, on est dans des contextes climatiques changeants qui sont exacerbés en ville. Voilà, on parle d'îlots de chaleur urbain. Il fait beaucoup plus chaud en ville. Il y a on a des sortes de phénomènes de canyons qui se forment en ville. Et donc des végétaux qui sont mis à plus rude épreuve. Des volumes de sol qui sont beaucoup plus faibles en ville aussi également. Donc besoin de mettre en lumière des verrous, des leviers, des solutions techniques, des solutions d'organisation, solutions administratives aussi, et des besoins en fait d'illustrer par des retours d'expérience, des solutions. Et donc c'est ce qu'on va présenter aujourd'hui, voilà, balayer ces différents panoramas, ce panorama de différentes solutions, même si toutes ne seront pas présentées, donc ne vous étonnez pas, mais ça va permettre d'ouvrir la discussion et le débat. Voilà. Donc je laisse la parole à... Ah oui, pardon. Petite actu en fait, Plantécité. Donc comme je disais, on anime et on construit des programmes d'études. On a un programme d'études en ce moment qui s'appelle IRIG, qui va permettre en fait de mettre en lumière l'état actuel de l'utilisation de l'eau en ville pour l'arrosage notamment. Donc de remettre à jour quelques chiffres clés. Donc là, je vous avais parlé de 65% de l'eau qui est utilisée, de l'eau qu'utilisent les villes qui est utilisée pour l'arrosage. Voir est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le même constat. Ce programme IRIG il permettra aussi de construire 2 questionnaires, un à destination des communes et un à destination des entreprises pour évaluer leurs nouvelles habitudes en termes de conception et de gestion des espaces verts autour de l'arrosage. L'idée c'est de pouvoir produire en fait un guide à la fois technique mais aussi de solutions plutôt organisationnelles. Comment se réorganiser par exemple dans les villes pour mieux gérer l'eau, pour mieux optimiser l'eau dans les espaces verts. Voilà. Et c'est un programme qui est financé par l'interprofession Valor, voilà, pour parler des finances. Voilà. Bon, si j'arrive mieux. Ça, c'est le contexte. Et maintenant, on va essayer de rentrer dans les solutions. Comme je vous l'ai dit, à Astrodor, c'est un institut technique du végétal et on expérimente un tas de matériaux, un tas de technologies pour voir si elles sont viables. Alors on est originaire nous de la production, mais on est en train aussi depuis une dizaine d'années maintenant d'ouvrir les techniques de production, d'expérimentation de production au paysage. Et donc on s'est intéressé aussi, j'ai essayé de faire un petit regroupement des connaissances qu'on avait sur les techniques. Alors comme vous voyez avec Robin, on a divisé en fait les différentes technologies sur 2 thèmes, les techniques actives et les techniques passives.
Des techniques actives, on va en parler maintenant, c'est celle qui nous fait agir sur le sol ou agir sur l'irrigation elle-même. Agir sur le sol, c'est apporter peut-être, je dis bien peut-être, on en parlera peut-être tout à l'heure, des compléments, des intrants qui vont permettre au sol de mieux retenir l'eau. Donc là, par exemple, j'ai fait appel à Marie Baelen, qui est chez Astrodor Est, et qui a fait un petit regroupement de ce qu'on pouvait utiliser dans le sol. Là, ce sont ce qu'on appelle les hydrorétenteurs, des substances qu'on va additionner dans le sol et qui vont permettre une meilleure rétention de l'eau. Dans les hydrorétenteurs, on a 3 grandes gammes. On va avoir les gammes de gel, les gammes de perlite et puis les gammes de microbilles. Alors ça, c'est issu essentiellement de la pétrochimie, pas tous. Mais l'avantage de ces hydrorétenteurs, c'est qu'ils vont capter l'eau et la rediffuser lentement dans le sol. L'inconvénient, c'est que c'est un intrant chimique et qu'il a une longueur de vie assez longue, 6 mois dans le sol. Donc si vous l'apportez en février-mars, c'est très bien parce que la plante va pouvoir avoir de l'eau tout au long de l'année. Mais si vous faites la bêtise de l'apporter à l'automne, oui, vous mettrez de l'eau dans le sol et vous en mettrez plus, mais vous allez rendre le sol complètement asphyxiant. Et donc vous risquez de déplaire beaucoup à la plante. Donc ce sont des matériaux, je dirais, à utiliser avec parcimonie et surtout sur conseil d'un spécialiste, parce que toutes les cultures ne s'adaptent pas, tous les paysages ne s'adaptent pas à ce type d'intrant, qui est plutôt dédié, je dirais, en paysage à des massifs de fleurs, des massifs de florissement, ou quelques massifs d'arbustes qui pourraient le compléter. On a aussi tout ce qui est les agents mouillants. Alors peut-être que vous en avez déjà utilisé. Ça se présente souvent sous la forme d'un liquide ou d'une poudre à dissoudre. Et là, l'idée, c'est de permettre à l'eau de mieux rentrer dans le sol, de mieux pénétrer le sol, d'être beaucoup plus disponible et de façon beaucoup mieux répartie dans le sol. C'est utilisé largement en production, mais on commence à avoir des produits sur le marché qui peuvent être utilisés en paysage. L'intérêt là, c'est qu'on va augmenter donc, la capacité de rétention et la diffusion pour les plantes. Encore une fois, attention, on est sur des produits qui sont très spécifiques et dont l'usage, je dirais, doit être sur conseil ou dans des cadres assez particuliers du paysage. Ça, c'était pour les intrants qu'on pouvait faire dans le sol et pour améliorer la rétention ou la distribution d'eau dans le sol. On peut aussi mieux guider le sol. Vous avez en méthode active, on peut très bien aussi avoir des données en temps réel de l'état de l'eau dans le sol. Sous 2 formes, sous la forme de sonde. Alors là, j'ai mis une photo d'un système le système n'est pas complet, mais c'est une sonde capacitive. On a des sondes tensiométriques. En tout cas, savoir quelle est la quantité d'eau dans le sol disponible pour les plantes à tout moment. Ça permet plusieurs choses. Non seulement de savoir si l'eau est bien présente, mais aussi, par exemple, de savoir où en sont les racines des plantes. Généralement, on ne met pas qu'une seule sonde autour d'une plante. On va en mettre 3, 4, à différentes distances et à différentes profondeurs. Et au fur et à mesure de l'année, ou des années même, on peut arriver à déterminer si les racines ont atteint, par exemple, la sonde la plus éloignée ou la plus profonde. Et on voit comme ça se dessiner la croissance des racines dans le sol. Ce qui permet d'adapter évidemment l'arrosage. Parce que quand on a un arbre qui développe ses racines, si on a mis un goutte-à-goutte au pied du tronc, et qu'on se rend compte que ces racines maintenant sont à 2 mètres, 3 mètres du tronc, on peut déplacer l'arrosage et mieux localiser l'arrosage et donc consommer moins d'eau. Voilà. Attention tout de même à ce système de sonde. J'essaie de vous marquer toujours de mettre des bémols. C'est important de tempérer. Sur ces sondes-là, c'est un moyen de connaître l'état du sol, pas forcément l'état de la plante. Je m'explique, c'est que des fois les données issues des sondes nous disent que la plante est en état de stress. Mais c'est une donnée que la sonde obtient par le sol. La sonde n'est pas dans la plante. Et le jardinier qui va être auprès de la plante va se rendre compte que la plante n'est pas stressée. Ou pas autant que la sonde le dirait. Et inversement. Donc il faut toujours faire un rapport, pas rester dans son bureau, pas regarder ce que les sondes disent, mais les utiliser pour déclencher ou pas, avec une confirmation sur le terrain quand même. Mais ça permet d'avoir de la donnée à long terme, à long cours. Voilà. Et puis je passe aux méthodes passives pour améliorer les sols. Et les méthodes passives, en fait, c'est... Tout à l'heure, on vient de travailler sur l'eau elle-même, comment la retenir, comment savoir où est-ce qu'elle en est. Mais on peut se poser la question aussi de savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas travailler sur le sol lui-même, plutôt que de travailler sur l'eau. Travailler sur le sol lui-même, c'est déjà d'abord le connaître.
Je ne suis pas agronome. Alors, les paysagistes, c'est rigolo, hein. Ça parle de tout, de géologie, de climat, d'agronomie, mais c'est ni l'un ni l'autre, c'est rien du tout. Alors, mais c'est ce que je vais essayer de faire ce matin. Déjà, en termes de... Je voulais juste faire un petit rappel sur le fait que, suivant la texture d'un sol, il va y avoir plus ou moins de capacité de ce sol à retenir l'eau. Là, c'est juste un petit graphique. Je vais essayer d'expliquer un petit peu quand même. C'est qu'un sable, par exemple, a une réserve utile très faible. Soit il est asphyxiant, en haut, soit il est en état de sécheresse. L'eau, soit elle reste peu. Donc, c'est pas très intéressant un sable. Par contre, un argile va avoir une réserve utile relativement importante, et à condition qu'il ait d'autres structures aussi avec. Il faut bien connaître ces sols et connaître l'état de présence de l'eau dans ces sols-là pour favoriser en fait les plantes. Il y a aussi la notion d'agrégat. C'est pas seulement en fait la texture, mais la façon dont les agrégats sont ensemble qui vont permettre la microporosité. Donc connaître un sol, enfin connaître une irrigation, c'est bien connaître son sol et c'est chercher à l'améliorer. Et comment peut-on l'améliorer en travaillant uniquement sur le sol? Je vais essayer d'aller un petit peu vite parce que si je me souviens, voilà. Eh bien, c'est travailler déjà sur de la matière organique. Vous avez vu tout à l'heure sur la diapo précédente que l'intérêt c'était de travailler avec des sols plutôt argileux. Mais vous avez tous eu les bottes pleines de terre comme moi en vous disant mais c'est une catastrophe les sols argileux, c'est soit très sec l'été et ça fend, soit c'est ultra gorgé d'eau en hiver et c'est asphyxiant. Oui, mais je tiens à vous rappeler, même si la plupart des étudiants qui sont là savent ce que c'est qu'un complexe argilo-humique, je tiens à vous rappeler qu'en apportant de la matière organique dans le sol, on arrive à fragmenter cette argile et à lui permettre de contenir et maintenir l'eau dans le sol. Donc l'apport d'humus, l'apport de paillage, la mise en place des paillages peuvent être valorisantes. Il y a d'autres apports aussi que sont les biostimulants. Les biostimulants, on commence à en parler dans le paysage, ça fait quelques années. Ils nous viennent surtout de l'agriculture, ils nous viennent de la production. Mais je dirais que c'est un outil, un matériau qu'on doit pouvoir utiliser davantage encore en paysage. Vous connaissez tous et toutes les mycorhizes. Si vous voulez en parler un petit peu plus, on en parlera, mais je ne vais pas trop tarder non plus. Mais on peut aussi utiliser des acides amidés libres, des substances qui vont permettre aux racines de mieux pénétrer le sol. Et si les racines pénètrent mieux le sol, elles le fragmentent. Et si elles le fragmentent, il retient mieux l'eau. Voilà, donc c'est du passif, mais c'est indirect. Puis de toute façon, il n'y a pas que les biostimulants. Il y a d'autres choses. J'ai mis un petit verre de terre, mais c'est plutôt Robin qui va vous en parler. Oui, donc c'est aussi la question des sols vivants en fait. Donc c'est important de souligner aussi l'action de la faune du sol, que ce soit la macrofaune, mésofaune, microfaune et micro-organismes. En fait, c'est tout un tas d'ingénieurs qui vont recycler la matière organique, créer des agrégats, créer de la porosité dans le sol. Et tout ça, en fait, ça va contribuer à un meilleur écoulement de l'eau, une meilleure rétention en eau dans le sol. Et donc, c'est très important, en fait, d'avoir en tête, en fait, le rôle de ces organismes. Alors là, à droite, j'ai fait exprès de ne pas mettre vers de terre ou ceux qu'on connaît habituellement. Pourquoi? Parce que on a des organismes aussi qu'on se dit, bon, bah, c'est d'accord, est-ce que c'est la faune du sol? Oui, donc là, vous avez des araignées, des coléoptères, des fourmis, qui vivent une partie, qui utilisent pendant une partie de leur vie le sol, en fait, pour se reproduire, pour nourrir. Voilà, donc en fait, la biodiversité des sols, c'est extrêmement large. Et puis à gauche, là, je vous ai mis voilà, différents types d'aménagements urbains. Ça fait aussi partie du type d'études qu'on peut mener par chez nous, c'est d'aller voir en fait, eh bien, qu'est-ce qu'on a en termes de biodiversité, en termes de colonisation par ces organismes. Et c'est intéressant de voir que dans certains aménagements, par exemple les ronds-points, ça peut être des fois le type d'aménagement où on a le plus de biodiversité que dans des jardins partagés qui sont beaucoup plus gérés peut-être de manière un peu plus intensive. Donc voilà, les sols vivants, en fait, ils existent. On peut les retrouver pas là où on pense, mais en tout cas, c'est très important de faire avec, pour mieux gérer l'eau, en tout cas dans les espaces verts. Puis faire avec, mais aussi s'arranger pour que nos aménagements favorisent la présence de ces micro-organismes, de tout ça, mais favorisent aussi, pourquoi pas, la présence de l'eau. Il y a des techniques qui ont commencé à apparaître au niveau des aménagements qui nous arrivent par les villes, notamment les jardins de pluie. Alors sur la grande photo avec le minéral là, à votre droite,
Dans les villes, on voit de plus en plus arriver ce qu'on appelle ces jardins de pluie, c'est-à-dire ces jardins qui vont collecter les eaux pluviales, qui peuvent contenir, avoir une sous-couche de stockage avec un trop-plein qui retourne ensuite aux EP. Mais ces aménagements, l'avantage, et là ça demande vraiment un effort de conception, c'est ce que j'appellerais peut-être la conception différenciée, c'est qu'ils doivent être faits de manière à ce que toute la maçonnerie autour guide l'eau sur ce massif-là. C'est assez conséquent, il ne faut pas qu'il y ait de bordure, il faut que le fil d'eau soit très bien calculé. Mais ça va permettre donc aux plantes de pouvoir, enfin au sol des massifs, de pouvoir stocker l'eau de pluie. Attention au phénomène effectivement de saturation. Il faut aussi prévoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des trop-pleins ou des systèmes de cette manière-là. Mais je commence à le voir de plus en plus dans les collectivités. Les jardins de pluie sont assez bien implantés. Mais j'ai fait exprès d'aller chercher en Amérique du Nord des jardins de pluie à l'échelle du jardin privé. Parce que c'est facile dans une collectivité, lorsqu'on fait une place, d'aménager ce type de vocabulaire paysager. Mais dans un jardin privé, on a toujours un peu de mal à se rendre compte à quoi ça pourrait ressembler. Eh bien, en faisant un petit peu de topographie, en jouant sur les nivellements de terrain, on peut très bien créer des massifs qui vont capter l'eau dans le jardin. Donc là, j'ai pris une photo un peu exagérée où on voit bien la topo, où c'est un peu insisté. Mais essayez d'imaginer, j'ai vu des réalisations en France avec les systèmes de gouttières. C'est-à-dire que le massif était dans la continuité de la gouttière, permettait de séparer le jardin en deux, stocker l'eau et ensuite l'eau allait aux EP quand il y avait un excédent. C'est juste un travail, je dirais, d'imagination. À partir du moment où on part du principe qu'on pense circuit d'eau dans le jardin et cette eau circule non pas par des canalisations mais par la terre, simplement. Donc ça, ce sont les aménagements de l'eau. Ensuite, on peut stocker l'eau directement sur place. Je ne vous apprends rien, c'est de plus en plus utilisé. Les sacs d'arrosage, les Oya. On aimerait, nous, justement, en tant qu'institut d'expérimentation, avoir de la donnée là-dessus. Donc il se peut qu'on vous sollicite, entreprise de paysage, pour voir comment vous l'utilisez, à quelle dose, mais le programme IRIG le fera aussi. Nous, j'aimerais plus le faire en termes privés. Parce que pour les Oya, on n'a pas encore énormément de données. Mais les sacs d'arrosage, ça cartonne. J'étais en Croatie au début novembre et il y en avait sur tous les arbres d'alignement, et puis en France aussi, mais je suis assez épaté de cet usage-là. Et tout ça pour dire que pour assurer vraiment, je dirais, une irrigation homogène. Vous avez compris qu'on parlait du sol, qu'on parlait de l'eau, et je crois que Robin, tu as un exemple à peu près concret de ça. Oui, voilà. Donc, alors là, on augmente un peu en termes d'échelle. Donc là, on va parler d'un concept aujourd'hui qui fait écho aux trames vertes et bleues. Donc les trames brunes, en fait, donc qui sont en fait les continuités de sol qu'on peut aménager en ville. Donc un premier exemple à gauche qui est à Lyon, là, la rue Garibaldi. Donc voilà, là, on est en plein milieu d'une trame brune, là d'où est prise la photo. Et en fait, ces trames, elles sont importantes. J'avais parlé de la biodiversité des sols, voilà, ça permet de créer des espaces beaucoup plus volumineux pour que cette biodiversité puisse s'exprimer, pour capter les eaux pluviales aussi, bien sûr, stocker du carbone, etc. Mais c'est aussi très important en fait sur les palettes végétales. Là, vous avez un exemple à droite à Paris. Donc vous avez deux alignements. Donc voilà, vous voyez au centre de la voirie et puis sur la partie droite. Là, on voit qu'en fait, en termes de volume de sol, la partie de droite est beaucoup mieux équipée que la partie centrale. Et en fait, ces arbres ont le même âge. En fait, ils ont été plantés au même moment. Et on voit clairement là que sur la partie de droite, dès qu'on attribue un volume de sol beaucoup plus important, eh bien, tout de suite, en fait, les plantes en bénéficient. Ça limite, ça permet d'apporter de l'eau, de créer des milieux pour l'exploration racinaire. Enfin, voilà, l'image, elle est parlante. On peut aussi parler de certaines techniques comme les mélanges terre-pierre par exemple en ville. Donc là en ville forcément créer des trames brunes c'est une solution intéressante, mais on n'a pas toujours la place forcément de végétaliser. On a des techniques comme les mélanges terre-pierre qui peuvent associer voilà, les besoins de voirie, de développement racinaire, voilà, des milieux qui permettent aussi d'infiltrer les eaux pluviales. Sur l'autre diapo, là pour pas être trop lent, aussi des techniques de revêtement perméable. Donc là, Olivier avait parlé de capter les eaux de ruissellement. On peut aussi infiltrer directement dans les revêtements. Donc là, on avait mené aussi une étude sur ce sujet-là.
Ça permet aussi de végétaliser, voilà, ça crée des zones de circulation, de stationnement, etc. Donc il y a tout un panel de solutions techniques. Je pense que dans le salon, là, vous allez pouvoir trouver des stands à foison. Et juste pour Ouais. rebondir sur ce que disait Robin, euh, il a parlé du mélange terre-pierre. Vous allez faire là une deuxième étude sur ce mélange terre-pierre, un retour. Ouais, elle est pas menée, mais Ça va il y commencer. avait des idées. Ouais. Ouais. Et nous, on aimerait, alors c'est aussi un appel pas un appel à projet, mais un appel aux paysagistes. Avec mon collègue Guillaume Morel-Chevillet, on aimerait expérimenter les fosses de Stockholm. Je fais juste un petit appel. Voilà. Si jamais vous êtes paysagiste, jardinier, agent de mairie, institution, peu importe, on a des fournisseurs qui sont prêts à utiliser, à proposer leurs matériaux. On commence à avoir des concepteurs paysagistes qui sont motivés pour travailler avec nous. On manque de surface, de rues à aménager, de parkings à aménager. Et on aimerait expérimenter les fosses de Stockholm. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais comme tu citais le mélange terre-pierre, je vais les citer aussi. En fait, c'est le même principe, c'est aménager une surface roulable, carrossable, mais au lieu de mettre un mélange terre-pierre, on met un mélange de granulats grossiers. Et dans ces granulats grossiers, on vient intercaler par le biais de l'eau ou de l'air, soit un compost, c'était ça à l'origine. Maintenant, on utilise plutôt du biochar. Et ça permet d'avoir en fait un mélange beaucoup plus poreux, où il y a beaucoup d'air. Ce qu'on reproche parfois au mélange terre-pierre, de ne pas avoir énormément d'air, d'être assez asphyxiant. Là, il y a beaucoup plus d'air et ça reste portant. Mais on a encore peu de données scientifiques en France, parce qu'à l'étranger on en a évidemment, mais peu de données scientifiques en France sur nos aménagements avec cette technique-là. Donc si vous êtes motivé, venez nous voir. Ça prendra du temps, parce qu'il faut trouver les financements et tout, mais je serais très motivé pour qu'on travaille un peu là-dessus. Et on peut bien sûr les recouvrir avec des sols perméables, évidemment. Une petite chose aussi, on parle d'irrigation, on a parlé de plein de choses, mais on n'a pas encore parlé des plantes. C'est quand même dingue, quoi. Elles sont censées subir le stress. J'ai trouvé que cette photo-là à mettre, parce que ça serait un peu compliqué, mais quand j'ai commencé le paysage, moi, je ne sais pas vous, mais le vocabulaire paysager était relativement simple. Il y avait un gazon bien tendu, un arbre isolé en plein milieu, un massif d'arbustes dans le fond, voire une haie, et puis près de l'entrée, un massif de vivaces. Voilà. Donc, toutes les strates étaient là, mais toutes les strates étaient séparées les unes des autres. D'accord ? Eh bien, il est évident que quand on parle irrigation, quand on parle stress par rapport à l'eau, il va falloir un peu changer nos façons de concevoir. Il va falloir penser aux multistrates. Quand on plante un arbre, on ne le plante pas seul. On le plante avec un cortège de plantes, avec un cortège animal, avec un cortège bactérien, fongique, tout ce que vous voulez. Mais pensons les massifs, pensons les haies, voilà, avec toutes les strates possibles, le maximum de strates possibles. Les plantes vont se faire de l'ombre les unes les autres, les plantes vont fragmenter le sol à des profondeurs différentes, les plantes les plus grandes vont faire remonter l'eau pour les plantes les plus petites, etc. On va avoir un phénomène d'entraide. D'accord ? On a souvent pensé concurrence entre les plantes, c'est pas vrai. Il faut penser qu'elles sont beaucoup plus passives que nous, elles s'entraident beaucoup plus. Alors j'ai fait exprès aussi de mettre le choix d'un massif très ornemental. Hein, parce que ça peut être beau aussi un massif multistrate. Voilà. Et puis aussi, modifier les modes de gestion. Je me suis amusé à essayer de trouver une photo qui soit rigolote. Il est heureux, ce jardinier, il tond la pelouse. Il est content de tondre la pelouse. Mais la grande question c'est, et là je vais peut-être fâcher des gens, il fait beau là, on est en début de saison, pourquoi est-ce qu'il tond la pelouse ? Il n'a peut-être pas forcément besoin de la tondre à cet endroit-là. Je vais... Short ? Non, c'est bon, 5 minutes. Alors je vais prendre le temps vite fait. Oui, je fais vite. Une anecdote. Mon voisin tond 25 fois à l'année. D'accord ? Il vient me voir et il me dit, mon gazon est cramé, je suis obligé de l'arroser. On est en arrêté sécheresse, comme Romain disait. Je lui dis déjà, tu n'as pas le droit de l'arroser, on est en arrêté sécheresse urgente. Il me dit, mais comment tu fais toi pour avoir un gazon vert ? Je tonds 5 fois à l'année. J'accepte d'avoir un gazon qui fait 25 cm de haut. Et là, vous allez crier parce que, voilà. Mais il faut trouver un juste milieu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut peut-être décider de tondre aux endroits où c'est utile, aux endroits où c'est important, mais en tondant moins, on a un gazon qui souffre moins. Et je ne parle que de la tonte. J'aurais pu parler de la taille, j'aurais pu parler du désherbage. En désherbant moins, on stresse moins les sols, on permet de garder un couvert végétal. Je n'ai pas désherbé
ne tout laisser pousser. Je dis faire un désherbage sélectif, par exemple. C'est en ce moment, là, en sortie de l'hiver, de faire un désherbage hivernal, c'est très intéressant. On travaille sur plantules, on choisit les plantes qu'on va avoir au printemps, et on choisit les plantes qui vont se développer sur le massif. Potentilles, renoncules, c'est des plantes qui sont tout à fait spontanées, qui couvrent le sol très très bien, et dans plein de situations, elles sont les bienvenues. Elles ne vous dérangeront pas le reste du temps, et elles permettront d'éviter l'évapotranspiration. Tu voulais faire un aparté sur le paillage? Oui, alors je vais essayer d'être bref. Paillage, bon, vous connaissez ces techniques voilà, qui sont maintenant aujourd'hui très répandues dans la plupart des espaces verts selon les différents types de gestion différenciée. Le type de paillage en lui-même, donc là je voulais faire juste un aparté sur la nature même du paillage qui va avoir un effet sur l'infiltration de l'eau, qui va être plus ou moins s'agglomérer et laisser infiltrer l'eau. Donc voilà, c'est aussi un levier, en fait, la nature même du paillage, parce qu'on parle beaucoup d'épaisseur. Mais voilà, si vous utilisez des paillettes de lin, elles vont beaucoup moins laisser infiltrer l'eau que du broyat d'élagage, qu'ils soient frais ou compostés, ou les broyats de feuilles mortes. Et ça va aussi avoir un effet sur l'évolution du pH, la fourniture en nutriments des sols, et donc en fait indirectement aussi bénéficier à la capacité de stockage de l'eau du sol. Voilà, et puis sur la diapo suivante, juste un exemple de programme d'action. Vous connaissez certainement les programmes Sésame menés par le CEREMA ou Ardem qui est mené à Antibes par exemple, sur la sélection des palettes végétales en fonction des fonctions rendues et des services rendus. Et là aujourd'hui à Planticité on mène une étude qui s'appelle AVEC, qu'on mène aussi avec le CEREMA et l'ADEME, qui sera en lien avec Sésame par exemple. Et là c'est définir des indicateurs de résistance au stress climatique des plantes. Et donc voilà, sur une base de plusieurs milliers de végétaux, on veut identifier ces indicateurs-là pour être un peu plus précis que juste dire oui c'est résistant ou pas, mais c'est d'avoir vraiment des indicateurs physiologiques des plantes un peu plus pertinents et plus précis. Voilà, je te laisse. Ouais, on en a des choses à dire. On va un peu vite, hein, mais n'hésitez pas à venir nous voir. Comme l'a dit Robin, on est sur le stand Valor, près du centre de l'UNEP, sur le hall 4, et on est aussi sur le hall 6 au village biodiversité. Donc n'hésitez pas, on sera disponible pendant les 3 jours. En plus du choix des gammes, je me trompe de bouton, j'aimerais juste faire une précision, parce qu'on vous fait un panel de solutions ou d'idées. Déjà, elles sont pas c'est pas exhaustif, mais en plus, c'est pas régionalisé du tout. C'est-à-dire que notre travail, par exemple, Robin et moi, on travaille à l'échelle nationale. Donc, si vous venez me voir en me disant, bon, bah voilà, je peux tout prendre et tout faire chez moi, je vous dirais non. Déjà, vous m'emmenez chez vous et puis on pourra peut-être parler un peu plus de ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai mis ces 2 cartes-là qui parlent du cumul simplement des précipitations ou des moyennes de température annuelles. Pour vous montrer que la France, c'est pas homogène du tout, on le sait bien. Mais en plus, il y a des caractéristiques très pointilleuses, une dentelle. À l'échelle d'une collectivité, on peut avoir des climats différents, des biotopes complètement différents d'un endroit à l'autre. Donc il va falloir qu'on apprenne en tant que jardinier, et je trouve que c'est quand même super, de pouvoir se dire qu'on va diversifier les réponses en fonction des lieux, presque au kilomètre près. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Avoir une palette, non pas que végétale, une palette technique, une palette végétale, une palette environnementale qui va nous permettre de choisir, piocher dedans en fonction des environnements et des usages, évidemment. Quand je disais pas tondre ou tondre moins, bon, c'est dans certains cas, pour certains usages. D'accord ? Donc voilà, c'était l'idée de vraiment régionaliser. C'est la conclusion. On passe aux questions. On va vous laisser. Vous avez une bonne 5 minutes. Hein. Même 10, on a le temps. Soyez curieux, posez vos questions. Réagissez entre vous, s'il vous plaît. Et merci. Bonjour, juste une petite question. Le programme IRIG, il a démarré ou Oui, donc il est débuté cette année, là, 2023, jusqu'en 2025. Voilà, donc on est au tout début, fin de la première année. Et là, le guide dont je parlais, on vise voilà, publication fin 2025. Ouais. Là-bas. Vous avez parlé donc des moyens à mettre en place pour l'irrigation.
Mais on n'a pas parlé aussi du choix végétal, qui est à mon sens quand même assez important, puisqu'on parle de l'étude des sols, mais aussi il faut adapter les végétaux en fonction des régions et des disponibilités de l'eau. Ouais, Alors, il y a plusieurs. Tu y vas ouais, c'est vrai que c'était la dernière diapo sur les programmes d'études qu'on mène. Ouais, c'est vrai qu'il y a tout un sujet sur le choix des palettes végétales, effectivement, qui est hyper important. Et c'est aussi les stratégies en fait à adopter. Voilà, est-ce qu'on importe des espèces un peu plus exotiques, plus du sud, ou est-ce qu'on parie sur les espèces locales pour qu'elles s'adaptent en fait à l'évolution des conditions climatiques qui sont changeantes. Donc oui, il y a tout un sujet, beaucoup d'études sur le sujet qui creusent ça. Donc oui, effectivement, c'est. Il y a même une important. conférence cet après-midi à 15h. Ça tombe bien, c'est moi qui l'ai fait. Mais je peux déjà. La question, c'est une question intéressante, la palette. C'est une grande partie de mon métier et j'adore ça. Après, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est vraiment de la dentelle, quoi. Je crois qu'il faut qu'on apprenne à d'abord se placer en tant qu'humain, savoir ce qu'on veut à tel endroit pour nos clients, pour les collectivités, les usagers. Ensuite, réfléchir pour la plante, quelles vont être ses contraintes, quelles vont être ses demandes, et travailler en tant que médiateur. Moi, je me suis toujours considéré comme mon travail, je ne sais pas vous, mais comme médiateur entre le monde du vivant, enfin autre que humain, et puis nos espaces. Après, c'est à vous de mettre vos priorités. Est-ce que c'est l'homme qui va être une priorité? Est-ce que c'est la plante? Ça dépend des lieux. Et puis, par rapport au changement et au stress hydrique, c'est un peu tout. Juste sans vouloir manger sur cet après-midi, mais on veut aller très vite, quoi. On met des oliviers à Lille, quoi. Voilà. Je sais pas. J'ai tout dit. D'autres questions? Oui. Bonjour, je suis prof d'agronomie auprès de BTS et de Bac Pro et nous on parle beaucoup, notamment puisque je suis de la région d'Angers, donc je connais bien, et sur certaines communes on travaille beaucoup avec des copeaux et des copeaux qui sont beaucoup plus grossiers et qui nous permettent d'avoir de l'humus sur du plus long terme et d'avoir un résultat qui est meilleur. Est-ce que vous pensez la même chose ou est-ce que vous nous dites peut-être il faudrait diminuer les broyats ou pas les diminuer mais au moins les diminuer en termes de grosseur? Après, ça tout dépend. De granulométrie. Tout dépend du concept, enfin du contexte, pardon. Mais par contre, la logique, je pense qu'elle est intéressante de se dire que on met des morceaux un peu plus gros, ils mettent plus de temps à se dégrader, donc on a moins besoin de revenir voilà, tous les ans, tous les 2 ans à refaire le paillage. Donc la logique, ouais, elle est intéressante. C'est vrai qu'on peut travailler sur la granulométrie du paillage pour être en phase avec la gestion qu'on va en faire en fait, et limiter une sorte de colmatage en surface qui peut apparaître avec des fractions un peu plus fines. Ouais. Après, le détail, c'est peut-être de ne pas en mettre plus le granulat est gros, moins on va en mettre en quantité. Bon, c'est vrai qu'on va forcément dépasser des épaisseurs de 4, 5, 6 cm. J'ai un ancien collègue qui en a mis 20 cm, c'est une plaie. On ne mettait jamais cette quantité-là. Et on est en train de travailler avec l'UNEP. La semaine dernière, on s'est vu. Et non, c'est la semaine d'avant. Enfin, peu importe. Et le département innovation de l'UNEP nous a proposé, et on ne s'est pas encore fait, mais ça nous intéresse beaucoup, de travailler pour les jardiniers et pour les entreprises de paysage pour étudier le circuit fermé dans un jardin. Qu'est-ce que c'est que d'utiliser tous les rémanents du jardin, les composter, les mettre en paillage, quelle valeur ça a pour le sol. On va avoir besoin d'agronomes, enfin on en a chez nous, mais voilà aussi d'agronomes jardiniers, je dirais, de jardiniers agronomes, pour nous dire voilà, qu'est-ce qui se passe dans tel jardin, je génère du gazon, je génère de la feuille, je génère du copeau de bois, quel est le cocktail le plus adapté. Je pense, tout comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas de solution type, il va falloir avoir un panel et puis piocher dedans, il n'y a pas de solution type, mais l'utilisation de copeaux est très bien, avec un bémol avant la prochaine question, c'est les maladies. Il faut que ce soit du bois sain.
J'ai vu des jardins envahis d'armillaires simplement parce qu'on avait mis des paillages de copeaux atteints par l'armillaire et le jardinier ne pouvait plus tailler parce que chaque plaie qu'il faisait sur une branche était potentiellement une porte d'entrée pour l'armillaire. Donc attention avec ça, faire bien ses copeaux au bon moment. Peut-être on peut aussi envisager de les désinfecter. C'est-à-dire qu'au moment où on les fait, on les bâche pendant 3 semaines, on les mouille un peu avant, on les bâche pendant 3 semaines, ça monte à 70-80 degrés, voilà. Et après, on les épand. Mais il y a du bon, mais je crois qu'on en est encore qu'au début. Et moi, c'est ce que je trouve fantastique, c'est qu'on n'est qu'au début de l'expérimentation dans les jardins. Et pour ça, il va falloir que vous communiquiez tous et toutes entre vous pour arriver à trouver le truc qui fonctionne bien, quoi. Vous parliez des méthodes actives tout à l'heure. J'ai essayé de me renseigner sur les antitranspirants. Assez peu de données là-dessus. Est-ce que vous, c'est des produits que vous avez étudiés, soit au niveau des résultats ou des impacts? Alors, ils sont considérés comme BioSteam. Ça dépend de quel type d'antitranspirant. Moi, je l'ai vu qu'une seule fois. C'est antitranspirant, ceux qui vont limiter la transpiration. Donc là, on est sur... et on peut l'avoir en organique avec des biostimulants qui vont permettre à la feuille de fermer beaucoup plus rapidement ses stomates, d'avoir donc une chaîne d'information beaucoup plus rapide et même anticipée. Après, je n'ai pas de données là-dessus. Là, je suis pris de court. Je sais qu'à Aura, ils ont travaillé dans une station pas loin d'ici, travaillé sur cette transpiration, la tension dans des feuilles. Mais c'est un sujet qui pourrait être pas mal. Ouais, je suis preneur. Ça tombe bien, on reste en contact, vous et moi. Ouais. Une dernière question ? Vous avez parlé des jardins de pluie tout à l'heure et je trouve ça vachement intéressant. Vous avez dit que vous aviez très peu de retours sur les jardins privés, mais je ne sais pas du coup si vous allez pouvoir répondre à ma question, mais est-ce qu'on pourrait imaginer ça, imaginer faire la même chose mais dans le domaine agricole? Est-ce que ça pourrait être concluant ou vraiment à cette échelle-là, ce serait... C'est déjà le cas en agriculture. Une haie bocagère, un fossé, un talus, c'est quelque chose qui va retenir l'eau déjà. Mais vous l'imaginez dans quel contexte agricole aussi? Parce qu'il y en a plein. Je pense par exemple sur les cultures qui demandent pas mal d'arrosage, notamment les cultures de maïs, qui sont quand même des cultures qu'on fait sur plusieurs hectares. C'est compliqué de mettre des haies en plein milieu, ça se fait d'ailleurs pas du tout. Et imaginez un système un petit peu comme ce jardin de pluie. À très grande échelle. Je serais curieux de savoir comment ça pourrait fonctionner. Je pense qu'il y a des techniques qui se font, mais ce n'est pas mon domaine de compétence. Je suis désolé. Pour une dernière question, c'est dommage quand même. Merci. Merci à toutes et tous. Merci.